10h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 10 décembre 2020. Affaire de la nationalité du candidat du PNDS Taraya, Mohamed Bazoum, continue toujours de faire débat. La requête introduite auprès de la Cour constitutionnelle par le candidat à la présidentielle Abdelkadri Alpha Oumarou a été rejeté par celle-ci. Son avocat, maître Moussi Boubacar, était face à la presse hier mercredi pour apporter certaines précisions. On l'écoute. À la vérité, il ressort ici que la pièce-là n'a pas pu être justifiée à DIFA. Or, ici, la charge de la preuve revient à Bazoum, à M. Bazoum, pour justifier qu'il a un certificat de nationalité conforme. Pour supplier cette défaillance, M. Bazoum produit un acte dactylographié, un certificat dactylographié, et qui est plus grave que le précédent, ou qui a les mêmes tares. Parce que ici, l'acte n'a même pas de numéro. Qui serait légalisé le 25 février 92. Légalisation, alors que nous n'avons pas l'original. Comment peut-on légaliser un acte dont on n'a pas l'original? En tout cas, voilà le certificat de nationalité, sans numéro, de DIFA encore, qui toujours n'a pas d'archives. Et, or, j'allais dire, or, dans ce mémo, qui a été pris en compte, qui a été accepté comme argent comptant, on dit que non, ces contradictions ne sont pas une preuve de fraude. Matériellement, parce qu'on nous oblige à faire le débat sur la place publique. On nous oblige à faire le débat, la contestation, au vu et au su de l'opinion publique. Vous allez voir le certificat de notoriété, qui, on dit, est établi l'an 1967 et le 23 juin, là-bas, devant le juge Issa Yansambou Maïga, là-bas, quelque part, jusque là-bas, le tribunal de première instance, et on dit que, on délivre la photocopie certifiée conforme le 26 juin 2007 par un maire de Digao. Est-ce que vous voyez bien de quoi je parle? L'an 1967 et le 23 juin, et 3 jours après, le même acte, l'original disparaît, on fait un certificat, une copie certifiée conforme. En l'espace de 3 jours, l'original a disparu. Mais pour cet original disparu, on fait un certificat, une copie certifiée conforme. Je relève que même la délivrance de cet acte de notoriété est suspecte parce que pour quelqu'un qui est né à Bilabrim, je présume que Bilabrim en ce moment il n'y avait pas de juridiction. Je présume qu'à Gouré il n'y a pas de juridiction. Je présume que même à Difa peut-être qu'il n'y a pas de juridiction. Mais à Zander, il y a quand même une juridiction. Le principe de la territorialité. La loi sur les compétences, la loi portant organisation et compétences des juridictions, oblige que l'acte là, le certificat de notoriété, tout comme les actes, les jugements supplétifs, doit être fait par le juge territorialement compétent. Pas ici à Niamey, pour attester par quelqu'un devant un juge qui ne peut pas attester territorialement, qui ne peut pas justifier de sa saisie. Ce débat, nous le ferons peut-être, certainement d'ailleurs, dans la prochaine requête. Autre réaction toujours par rapport à cette affaire de nationalité du candidat du PNDS Taraya, Mohamed Bazoum, c'est celle de l'acteur de la société civile Noufou Arzika qui interpelle le président de la République Issoufou Mamadou relativement sur son serment de faire respecter la Constitution. Je vous propose de suivre un extrait de Noufou Arzika avant de le retrouver plus en détail en partie à magazine de cette édition. Quand
quand on regarde certaines informations, on ne peut pas avoir dit que dans les conditions où on a dit que tous ces documents-là, et qui sont en tout cas en train de circuler dans les réseaux sociaux, s'il est établi et il est vrai que ces documents-là, tels que sont, ils ont un lien, je ne vais pas m'attarder sur les histoires de numéros, ce n'est pas le numéro qui nous intéresse, c'est le contenu. C'est le contenu de ce qu'il y a dans les documents. On ne peut pas nous avoir dit que quelqu'un il a étudié dans ce pays-là et qu'il est allé jusqu'à l'université faire les études terminées sur la base des documents qui sont flous. Et que c'est après maintenant pour aller à l'intégration à la fonction publique, comme il l'a expliqué lui-même au niveau de Télé Sahel, je travaille avec ce qu'il a dit, que c'est pour le besoin maintenant de l'intégration à la fonction publique qu'il a eu besoin de nécessité d'avoir comment on appelle ça, et de nouveaux documents. Et donc un nouveau jugement supplétif et en tenant lieu d'extrait de naissance, plus une nationalité qui doit lui permettre de constituer son dossier pour aller maintenant et le soumettre comme dossier d'intégration pour l'accès à la fonction publique. Mais et tous les autres documents, comment il s'est débrouillé à être en situation d'avoir utilisé ces documents-là, dont on a vu que c'était des documents provisoires qui ne devaient pas avoir une validité aussi longtemps, aussi permanente, aussi constante. Donc c'est ça la réalité. Maintenant, quand on est devant des gens comme ça, des cas comme ça, mais on est obligé de s'interroger. C'est un devoir citoyen. Ça, ce n'est pas une affaire politique ni politicienne. Tous les citoyens nigériens doivent s'interroger sur ça. Ce n'est pas une affaire, je suis militant du PNDS, je suis militant pour la personne. Non. Mais si quelqu'un n'a pas le droit à quelque chose, mais on ne peut pas le partager avec lui. Il ne peut pas s'imposer à vouloir forcément s'imposer aux ayants droit. Mais c'est clair. Sinon, si c'est comme ça, pourquoi les gens ne vont pas aller partout dire qu'ils sont prêts, ils sont des humains et qu'ils ont le droit à partout. Tu vas dire que tu es américain, tu es chinois, tu es bangladeshi, tu es n'importe quoi. Et puis tu vas aller prétendre qu'en tant qu'être humain, tu as le droit à tout ce qui appartient à l'humanité. Non. Il faut être raisonnable, il faut être correct. Nous estimons qu'il y a une responsabilité qui pèse sur ceux qui ont le devoir de respecter et de faire respecter les lois de la République, en particulier sur le président de la République. Lui qui, sous serment, a pris l'engagement de respecter, de faire respecter la constitution de notre pays. En dehors de lui, le Premier ministre, chef du gouvernement, on ne peut pas dire cette affaire-là, on va la laisser comme ça. Et on va considérer qu'on va laisser le temps gérer ça. C'est pas normal. C'est irresponsable. C'est inadmissible. C'est inacceptable parce que c'est porteur de graves périls pour le pays. Rendez-vous donc en partie magazine pour suivre l'intégralité de cette réaction de Noufou Arzika par rapport à la nationalité du candidat du PNDS, Tareya Mohamed Bazoum. Les élections, parlons-en toujours. Les candidats aux élections locales battent campagne dans les différentes communes dans lesquelles ils espèrent être élus le 13 décembre prochain. Quelles sont les attentes de la population nigérienne de ces conseillers qui seront élus? On les écoute. Les attentes qu'on a des élus locaux, c'est de travailler convenablement au texte. Donc, travailler pour les différentes communes pour que la population comprenne bien qu'ils ont exécuté leur tâche. C'est vraiment de changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez, aujourd'hui on est dans la capitale, on ne peut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Mais quand vous partez dans les communes, par exemple à l'intérieur du pays, vous constatez qu'il n'y a pas de élus locaux. Il doit quand même travailler d'abord pour construire sa commune, et trouver les emplois aux jeunes, créer, comment je peux dire, des activités communales, construire les routes, si possible, avec les taxes ou autres qu'ils collectent. Utiliser vraiment à bon terme les taxes collectées pour que la population voit ce qu'ils donnent, et c'est là sur place. Mais ne pas tout ramasser et puis toujours on vit dans la misère, on vit dans la saleté dans les villes, et ainsi de suite. De bien savoir pourquoi l'électorat les a eu lieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être élu et aller s'asseoir tout simplement, dire que vraiment toi tu es lié à base de ton argent, puisque généralement c'est ce qu'ils disent. L'argent ne peut pas acheter la conscience.
Voilà. C'est ce que je vois vraiment. Je souhaite à ce que tout se passe dans le calme. Si on n'a plus le conseiller va faire son travail à la population. Si on a fait le travail là, si c'est bien, voilà, le Niger va rester bon. Les élus locaux qui seront bientôt élus, donc moi je les conseille donc d'être juste. Une fois arrivé au pouvoir, donc d'être juste donc avec les gens, donc d'appliquer toujours la justice, donc vraiment c'est ça que je les conseille. Chaque élu local donc doit avoir un idéal qu'il veut apporter donc dans sa commune, un changement qu'il veut apporter dans sa commune, un changement positif qu'il veut amener dans sa commune. Donc vraiment je les conseille à remplir leur idéal là vraiment. Le Niger, à l'instar du monde entier, célèbre ce jour 10 décembre, le 112e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À cet effet, une conférence débat a été organisée à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. L'initiative est celle de la CNDH en collaboration avec le Haut Commissariat auprès des Nations Unies, Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. C'est pour reconnaître les droits humains comme la base de la liberté, de la justice et de la paix que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adaptée le 10 décembre 1948. Ainsi, pour commémorer le 112e anniversaire de cette déclaration, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, organise cette conférence débat. La CNDH a été accréditée au statut A depuis mars 2017 par le sous-comité d'accréditation des Nations Unies. Et donc, nous avons pour attribution la promotion et la protection des droits humains sur toute l'étendue du territoire du Niger. D'où tout l'intérêt que nous accordons à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour sa part, la représentante par intérim de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Niger a livré ce message élaboré à ce 112e anniversaire. Cette année, la journée des droits de l'homme arrive à un moment que nous n'oublions jamais. La Covid-19 nous a pris de court et a bouleversé notre monde. Une tragédie suivie d'une occasion extraordinaire de mieux reconstruire. Cette journée des droits de l'homme est un appel à l'action. Un appel pour nous tous à saisir cette occasion et à construire le monde que nous voulons. Pour cela, nous devons tirer les leçons de cette crise. Premièrement, mettre fin à toute forme de discrimination, tout comme les problèmes de santé préexistants fragilisent certaines personnes. Le manque de respect des droits de l'homme a rendu l'ensemble de la société plus vulnérable. Si l'un d'entre nous est à risque, nous sommes tous en danger. La discrimination, l'exclusion et les violations des droits de l'homme nous affectent tous. Deuxièmement, réduire les inégalités. La protection sociale, la couverture sanitaire universelle et d'autres systèmes permettant l'exercice des droits fondamentaux ne sont pas un luxe. Ils permettent à nos sociétés de continuer à fonctionner et peuvent être la base d'un avenir plus équitable. Troisièmement, encourager la participation, surtout des jeunes. Toutes les voix méritent d'être entendues. Quatrièmement, renforcer notre volonté et nos efforts pour atteindre les objectifs de développement durable, un programme concret pour les droits de l'homme universels. Ces objectifs sont non seulement appropriés, mais aussi judicieux. Et ils ne peuvent être atteints que d'une seule façon, en défendant les droits de l'homme. Car les droits de l'homme permettent de créer des sociétés justes et résilientes. Ils sont la réponse à cette crise humaine. Comme l'urgence climatique, la Covid-19 nous rappelle que nous faisons partie d'une seule humanité. Nous devons agir. En travaillant ensemble, nous pouvons mieux reconstruire. Étant solidaires,
nous pouvons bâtir un monde plus résilient, durable et juste. Ensemble, défendons les droits de l'homme. La CNDH exhorte les participants à tirer le maximum de profit de cette communication. La structure de la société civile tournant la page TLP Niger a célébré cette journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À sa manière, ces acteurs de la société civile ont sillonné à travers une caravane les différentes artères de la capitale en sensibilisant les citoyens de faire le bon choix aux différents scrutins que compte organiser le pays. Ismaël Moumouni, Boubacar Soleil. La paix ne saurait exister sans justice et sans respect des droits de l'homme. C'est ce qu'a compris la structure de la société civile, tournant la page qui a tenu à célébrer la journée internationale des droits de l'homme à travers une caravane qui a sillonné les différentes artères de la capitale. 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Si vous vous rappelez, en 2018, 10 décembre, on était heureux d'être les heureux récipiendaires des prix des droits de l'homme de la République française. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit que 10 décembre, il faut qu'on fasse une activité, mais pas comme à l'accoutumée, c'est-à-dire organiser des conférences. Plutôt, c'est d'aller rencontrer les citoyens, les sensibiliser sur leurs droits. D'abord, leur dire qu'aujourd'hui, c'est une journée dédiée pour les droits humains. C'est une journée internationale où tout le monde devrait réfléchir, devrait être une journée de réflexion sur les droits humains. Donc on a profité pour les informer de cette journée et aussi on a profité de les sensibiliser sur leurs droits, comment ils doivent défendre aussi leurs droits. Le cortège a pris l'itinéraire de Lazare jusqu'à son siège situé à la 3e latérite en passant par l'OPVN, le rond-point Barré, le rond-point Wadata, le rond-point 6e, le rond-point Harobanda et le rond-point Gadafawa. Tout au long du cortège, ces acteurs de la société civile ont sensibilisé les citoyens à élire de bons candidats au prochain scrutin. Quand on était sortis, vous avez constaté avec nous, les citoyens nous posaient la question, c'est quel parti politique? On les a dit non, ce n'est pas un parti politique, mais c'est une organisation de défense des droits de l'homme. Mais une organisation de défense des droits de l'homme qui milite en faveur de vos droits. Une organisation des droits de l'homme qui vous demande de faire un choix judiciaire. Une organisation des droits de l'homme qui est là ne vous demande pas de voter tel ou tel, mais c'est avec votre conscience de choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, la femme qu'il faut aller à la place qu'il faut, donc pour que le Niger puisse se développer. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste, les gens, c'est une période électorale, ils vont distribuer quelques sous et puis c'est fini. Après, on va faire comment? Ça veut dire qu'ils vont continuer à voler et là, nous ne sommes pas d'accord et ils vont créer les conditions pour que les acteurs qui dénoncent, nous autres, qui critiquons, que nous nous retrouvons en prison pour nous faire taire. Donc il faudrait que c'est l'occasion donnée au peuple de se prononcer par rapport à cette question. Parce que vous avez constaté, la justice peine à se prononcer par rapport à cette question. Mais aujourd'hui, le peuple a le droit de se prononcer. Cette caravane organisée par Tournant la Page s'inscrit dans le cadre de la célébration du 112e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de IDH. L'association Oumadra a procédé cet après-midi dans l'arrondissement communal Niamey 2 à une séance de sensibilisation à l'endroit des personnes en situation de handicap. Objectif, les amener à sortir massivement pour voter et aussi à faire le bon choix des candidats. Asma Ousedou, Chebou Yisso pour le compte-rendu. Inviter les personnes en situation de handicap à sortir et voter massivement aux élections locales, législatives et présidentielles. Objet de la présente rencontre de sensibilisation initiée par l'association Oumadara dans l'arrondissement communal Niamey 2. Cette veille d'élection municipale, c'est une chose vraiment à apprécier et à encourager. Merci pour le choix porté sur l'arrondissement communal Niamey 2. Notre objectif, c'est de sensibiliser les personnes en situation de handicap aux échéances électorales. Il faut une participation massive. Il faut que les mairies puissent avoir des personnes en situation de handicap. Pourquoi pas un maire ou un conseiller. Et plus des décisions, ça y est là-bas, aux conseillers communaux. Je lance un appel envers les personnes en situation de handicap au jour des élections qu'ils sortent massivement pour aller voter. Parce que voter, c'est un droit. Partenaire de cette association, le programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD salue cette initiative. Le PAGOD, qui est financé par la coopération suisse,
est mise en œuvre par le consortium GFA et l'ONG Suisse Aid a comme pour cible les femmes, les jeunes, les personnes à besoins spécifiques comme vous. Et nous encourageons beaucoup cette activité que vous avez initiée pour appeler les personnes en situation de handicap à participer massivement aux élections. Il faut être attentif aux sensibilisations qui seront portées à votre égard. Pour rappel, cette sensibilisation pour une pleine participation des personnes en situation de handicap aux élections se poursuivra dans les autres communes de la région de Niamey. Le responsable des médias en atelier de formation sur l'accès équitable et le pluralisme d'opinion en cette période électorale. C'était ce matin au complexe Turkish. L'initiative est celle du Conseil supérieur de la communication. Nafisa Saleh Sadoudoumi. L'accès équitable et le pluralisme d'opinion, c'est le thème retenu à cette présente rencontre organisée par le Conseil supérieur de la communication CSC à l'endroit des responsables des médias privés dans le cadre du traitement de l'information pendant la période électorale. Le choix du thème sur l'accès équitable et pluralisme d'opinion se justifie amplement par le contexte électoral auquel fait face notre pays. En tant qu'autorité de régulation des médias, nous avons la lourde responsabilité d'assurer l'accès égal et ou équitable des candidats, partis politiques, au groupement des partis politiques aux médias publics et assurer le pluralisme et l'équilibre dans le traitement de l'information sur les médias privés au cours des élections municipales et régionales, législatives et présidentielles. Car, comme vous le savez, en période électorale, moment par excellence d'importantes activités médiatiques, le CSC a principalement pour rôle de réguler le flux d'informations générées par la communication politique. Il a la charge d'une part de veiller au bon traitement de l'information électorale par les professionnels des médias et d'autre part de garantir l'accès égal et équitable aux médias publics et privés des candidats et partis politiques. Il s'agira aussi pour le CSC de veiller à la pluralité d'opinion de toutes les forces politiques en compétition pour la conquête du pouvoir au sein des médias publics et privés. L'accès équitable et le pluralisme d'opinion à cette période, une préoccupation pour le Conseil supérieur de la communication. Permettez-moi de rappeler que l'objectif de cet atelier est de sensibiliser les responsables des médias publics et privés sur les modalités d'accès, notamment sur tous les formats de production des messages, portraits, etc., des candidats en liste en vue de contribuer aux élections libres, transparentes et apaisées et de faire bénéficier aux candidats d'un accès équitable et effectif, de respecter le pluralisme d'opinion sur les médias publics et privés. Je vous invite par conséquent à des échanges fructueux afin que vous soyez bien aguerris sur l'accès équitable et le pluralisme d'opinion en période électorale. Cette rencontre a bénéficié de l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie et le ministère français des Affaires étrangères. Je vous invite à présent à suivre la réaction de l'acteur de la société civile Noufou Mahamadou Arzika sur l'affaire de la nationalité du candidat du PNDS Taria, Mohamed Bazoum. C'est la partie magazine de cette édition, comme annoncé en début de cette édition. Très bonne réception à vous. Il y a des ressentiments que beaucoup de nos compatriotes ont, des sentiments d'injustice. Le sentiment d'injustice où on a le sentiment même de 2 poids 2 mesures. Pour les uns, la loi est appliquée stricto sensu avec beaucoup de rigueur et pour les autres, la loi n'est même pas prise en considération. Donc, et ça crée une situation de dualité, une situation de friction, une situation de rupture d'égalité entre les citoyens et c'est cela qui peut plomber le processus. C'est cela qui peut me remettre en cause tout ce que vous êtes en train de voir là. Parce que lorsqu'on est devant une situation où on est face à des injustices ouvertes et criardes, mais écoutez, mais personne n'est plus qu'un autre. Nous sommes dans une république, nous sommes sous la même loi, nous sommes dans un état de droit qui est censé garantir à tous la liberté, la justice, l'égalité et la dignité et le bien-être comme valeur fondamentale de notre société. Nous ne pouvons pas accepter ni comprendre qu'on puisse nous dire qu'on peut, et pour les uns, fermer les yeux, et pour les autres, être rigoureux. Donc, et il n'est pas aussi non plus pour nous
admissible qu'on dise, bon, comme tout le monde a une faute, on ferme les yeux sur tout le monde et on met de côté la loi. Et en agissant ainsi, nous aurons choisi la formule donc d'être une république moins que bananière. Parce qu'on a des lois qu'on ne peut pas respecter, il y a des lois qu'on refuse de respecter à cause de quelques personnes. Non. La loi doit s'appliquer à tout le monde. Dura lex, sed lex. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Soit qu'elle protège, soit qu'elle sanctionne, soit qu'elle punisse. Donc, il faut que chacun le comprenne. Chacun doit être dans la position de saisir la portée de ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons été malades d'apprendre qu'il y a eu, par rapport à la situation que nous avons entendue sur le dossier Adifa, on a dit que le juge s'est déclaré incompétent. Ça veut dire qu'il s'est déclaré incompétent. Donc, il y a un problème de rupture d'égalité. Il y a un problème même, on peut dire, de déni de justice. Parce que s'il se déclare incompétent, quelles sont les voies de droit qui restent aux citoyens qui savent que ce qui est posé ou soulevé comme problème reste et demeure une véritable zone d'ombre qui a besoin d'être éclairée. La lanterne des Nigériens a besoin d'être élucidée. Les Nigériens n'ont pas besoin d'avoir affaire à des affairistes, à des gens qui sont capables de jongler, à des gens qui sont capables de tricher sur même leur identité. Mais si on a affaire à ça, et qu'aujourd'hui, tout semble croire que les gens pensent qu'il est possible d'imposer au Niger et aux Nigériens et que les gens soient d'accord à accepter que advienne que pourra, et comment dit-on, que même si rien n'est clair, rien n'est vrai, rien n'est sûr, rien n'est certain, avec des informations équivoques, des informations évidentes, évidemment fausses. Parce que c'est évident, quand on regarde certaines informations, on ne peut pas avoir dit que dans les conditions où on a dit que tous ces documents-là, et qui sont en tout cas en train de circuler dans les réseaux sociaux, s'il est établi et il est vrai que ces documents-là, tels qu'ils sont, ils ont un lien. Moi, je ne vais pas m'attarder sur les histoires de numéros. Ce n'est pas le numéro qui nous intéresse, c'est le contenu. C'est le contenu de ce qu'il y a dans les documents. On ne peut pas nous avoir dit que quelqu'un il a étudié dans ce pays-là, et qu'il est allé jusqu'à l'université faire les études terminées sur la base des documents qui sont flous. Et que c'est après maintenant pour aller à l'intégration à la fonction publique, comme il l'a expliqué lui-même au niveau de Télé Sahel, je travaille avec ce qu'il a dit, que c'est pour le besoin maintenant de l'intégration à la fonction publique qu'il a eu besoin de nécessité d'avoir comment on appelle ça, et des nouveaux documents. Et donc un nouveau jugement supplétif et en tenant lieu d'extrait de naissance, plus une nationalité qui doit lui permettre de constituer son dossier pour aller maintenant et le soumettre comme dossier d'intégration pour l'accès à la fonction publique. Mais et tous les autres documents, comment il s'est débrouillé à être en situation d'avoir utilisé ces documents-là, dont on a vu que c'était des documents provisoires qui ne devaient pas avoir une validité aussi longtemps, aussi permanente, aussi constante. Donc, c'est ça la réalité. Maintenant, quand on est devant des gens comme ça, des cas comme ça, mais on est obligé de s'interroger. C'est un devoir citoyen. Ça, ce n'est pas une affaire politique ni politicienne. Tous les citoyens nigériens doivent s'interroger sur ça. Ce n'est pas une affaire, je suis militant du PNDS, je suis militant pour la personne. Non. Mais si quelqu'un n'a pas le droit à quelque chose, mais on ne peut pas le partager avec lui. Il ne peut pas s'imposer à vouloir forcément s'imposer aux ayants droit. Mais c'est clair. Sinon, si c'est comme ça, pourquoi les uns ne vont pas aller partout dire qu'ils sont prêts, ils sont des humains et qu'ils ont le droit à partout. Tu vas dire que tu es américain, tu es chinois, tu es bangladeshi, tu es n'importe quoi. Et puis tu vas aller prétendre qu'en tant qu'être humain, tu as le droit à tout ce qui appartient à l'humanité. Non. Il faut être raisonnable, il faut être correct. Nous estimons qu'il y a une responsabilité qui pèse sur ceux qui ont le devoir de respecter et de faire respecter les lois de la République, en particulier sur le président de la République. Lui qui, sous serment, a pris l'engagement de respecter, de faire respecter la constitution de notre pays. En dehors de lui, le Premier ministre, chef du gouvernement, on ne peut pas dire cette affaire-là, on va la laisser comme ça. Et on va considérer qu'on va laisser le temps gérer ça. C'est pas normal. C'est irresponsable. C'est inadmissible. C'est inacceptable parce que c'est porteur de graves périls pour le pays. Et il ne faut pas que les gens pensent qu'ils ont les moyens
de pouvoir s'imposer par la force. Wallah, c'est faux. Le fort n'est jamais plus fort que lorsqu'il a conscience de sa faiblesse. Et il faut que les uns et les autres sachent que si nous avons voulu vivre ensemble dans le même État, dans la même République, c'est donc sous la même loi, c'est parce que nous considérons que, comme il est dit dans la Constitution, il y a le principe de l'égalité entre tous les citoyens, le principe de la justice à assurer à tout le monde, et que tout le monde doit être considéré au même pied d'égalité. Si vous avez les obligations, vous les assumez normalement comme cela est prévu. Et si vous avez des devoirs, vous les assumez comme il est prévu. Et si vous avez des droits, qu'on puisse aussi vous les garantir comme on garantit à tout le monde. Mais nous ne pouvons pas accepter que nous voyons dans ce pays, on est là. C'est notre devoir de citoyen en tant qu'acteur de la société civile, défenseur des droits de l'homme. Nous, on s'en fout, on n'a pas de position en faveur de X ou de Y, ou contre X ou contre Y. Nous avons le besoin de voir notre démocratie fonctionner sur la base des lois de la République que nous nous sommes données. Et qu'il n'y a pas de raison à ce que s'il y a des choses floues, que les gens qui doivent les éclairer refusent de faire leur devoir, refusent d'assumer leurs devoirs et créer les conditions pour que les choses soient ce qu'elles doivent être pour éviter à ce que nous soyons de la... Maintenant, les gens ont dit, mais comment on va faire? J'ai dit, il faut savoir, dans notre constitution, comme dans notre code électoral, c'est prévu. Toutes ces dispositions-là sont prévues. C'est prévu que même quand la Cour constitutionnelle déclare, valide une candidature, si par la suite il est établi qu'il y a une situation qui peut et qui devient une donnée nouvelle pour la Cour, alors elle peut se rétracter et constater à nouveau l'inéligibilité d'un candidat. C'est prévu à l'article 137 de la loi, de la loi électorale. Et même après les élections, même lorsque les élections auront été faites, et que la même personne, une personne qui a une difficulté par rapport aux conditions exigées pour être éligible, s'il sera établi plus tard que cette personne-là, effectivement, ne remplit pas toutes les conditions d'éligibilité, il est prévu à l'article 121 de la loi électorale que c'est une cause de nullité. On peut procéder sur la base de ça à l'annulation complète de tout le scrutin pour reprendre. Maintenant, les gens vont accepter de nous dire qu'aujourd'hui, on va tous fermer les yeux. Tout le monde va être là, on va rester dans une forme de conspiration de silence, devant une réalité évidente qui crève les yeux. Qui crève les yeux, je dis bien qui crève les yeux par rapport à tout ce qu'on est en train de dire. La question fondamentale qu'on a posée, c'est de dire exactement c'est où. Précisément c'est où. Le père c'est qui? La mère, c'est qui? Elle est née où? Le père, c'est qui? Il est né où? Dans ce pays-là. Avec les références qui sont très claires. Mais vous ne pouvez pas aller ramasser des papiers. Comme ça, là, vous organisez des documents qui sont faux. Et sur la base de ça, aujourd'hui, comme la Cour, c'est vrai, ce n'est pas de sa responsabilité, la Cour constitutionnelle. Il faut le savoir. La Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour statuer sur la validité des documents qui lui sont soumis. Ceux qui statuent sur les documents, c'est d'autres institutions, d'autres acteurs. Notamment, quand il s'agit de certificats de nationalité, pour vérifier la nationalité d'origine de ces citoyens qui seront appelés à être candidats, il faut, à travers le certificat de nationalité, que le juge qui le délivre les préciser, parce qu'on a peur, même les certificats de nationalité, il y en a plusieurs catégories. On a des certificats de nationalité pour des citoyens qui sont naturalisés, pour des citoyens qui ont la nationalité d'attribution, pour les citoyens qui ont la nationalité d'acquisition. Tout ça, c'est prévu dans le code de nationalité. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, quand il y a un problème par rapport à ça, c'est au niveau des tribunaux que ça se règle, et non à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, si on lui amène un papier, et on lui dit, voilà, c'est ça le certificat de nationalité, et là-dedans, le monsieur qui l'a établi accepte de dire que la personne est née au Niger d'un ascendant direct, lui-même né au Niger, alors les conditions de la définition d'un Nigérien d'origine sont remplies. Et la Cour ne peut pas se mettre à spéculer sur le document. Maintenant, si ce document-là devait être faux, ce n'est pas non plus à la Cour constitutionnelle que revient la charge de savoir s'il est faux ou vrai.
c'est ailleurs qu'il faut aller vérifier. Si quelqu'un n'est pas d'accord, tous ceux qui ont intérêt, c'est-à-dire tous les candidats là, tous les candidats qui ont intérêt ont le droit, en tant que candidat, de se refuser d'aller en compétition avec quelqu'un qui ne remplit pas les conditions légales. Si vous avez des preuves qu'il ne remplit pas ces conditions, et donc ça serait une concurrence déloyale. Et pour éviter la concurrence déloyale, tous les candidats qui savent ou qui sont concernés peuvent se refuser d'accepter d'aller en compétition avec quelqu'un. Et pour ça, ils ont le droit de dénoncer des candidats sur lesquels ils ont des informations qui ne sont pas vraies. C'est valable pour les autres pièces. Par exemple, si quelqu'un, on lui fait un certificat médical et qu'on dit qu'il est en bonne santé, alors qu'en réalité, il n'est pas en bonne santé, on a fait un certificat médical de complaisance, ce n'est pas à la Cour que revient le droit de vérifier le certificat médical. C'est acquis de droit. Les acquis de droit, c'est les médecins indiqués par la loi. La loi a indiqué qui et qui peuvent être impliqués dans la délivrance de ces genres de documents-là. On est d'accord ? Donc ces documents-là, ce n'est pas la Cour qui apprécie. Elle n'a pas de compétence légale pour apprécier ça. Mais la Cour, au vu de ça, elle a une compétence d'attribution qui lui permet de statuer sur l'éligibilité des candidats. C'est ça le rôle de la Cour à ce niveau-là. Elle juge de l'éligibilité, elle apprécie sur la base des candidatures, est-ce que tous les candidats ont rempli les conditions requises, c'est-à-dire les pièces exigées par la loi, et les pièces-là, quand vous les fournissez, il n'appartient pas à la Cour de les juger pour savoir s'ils sont bons ou mauvais. Si on les met dans le dossier, la Cour regarde qu'ils sont là-dedans et qu'ils répondent par rapport à la question qui est posée. Si maintenant, par exemple, un certificat médical, le médecin qui le fait, les médecins qui le font, disent que le monsieur il est apte, sur la base de ceux qui sont censés avoir fait, notamment les examens médicaux, qui devaient leur permettre d'apprécier le niveau de la situation de l'intéressé, alors c'est leur devoir, c'est leur responsabilité. Personne ne peut juger à leur place. Si maintenant quelqu'un doute, il peut soulever ailleurs, là où il faut, qu'il y a doute parce que peut-être que le monsieur a bénéficié d'un certificat médical qui a été délivré par complaisance par des médecins qui n'ont pas fait les examens qu'il faut pour se rendre compte de l'état réel de la situation de ce monsieur. Est-ce que cela lui permet d'être apte à exercer la fonction qui est prévue par la Constitution, parce que la Constitution a dit que nul ne peut être élu à la présidence de la République s'il ne jouit d'un bon état de santé physique et mentale. Un bon état de santé physique et mentale. Et ensuite, on a ajouté une bonne moralité attestée par les services compétents. Là aussi, on a une querelle qu'on soulève par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, dans sa décision, elle a été amenée à méconnaître le travail qui a été fait par les services compétents en cette matière. Ils ont statué sur le cas de certains candidats. Ils ont émis des avis défavorables en tant que service compétent en la matière. La Cour a décidé de méconnaître ça en disant qu'il y a insuffisance de preuves. Il n'appartient pas à la Cour de juger des preuves sur la base desquelles les services compétents ont été amenés à constater que telle ou telle personne a une moralité douteuse au vu de ce qu'ils savent de lui en tant que service compétent. Le juge, je veux dire le législateur comme le constituant, n'a jamais voulu attribuer à la Cour constitutionnelle la responsabilité de statuer sur la validité de l'enquête menée par les services compétents pour statuer sur la moralité des candidats et donner un avis, soit favorable ou défavorable. S'ils l'ont fait, s'il y a doute, c'est ailleurs, c'est à un autre candidat de dire qu'il n'est pas d'accord, que voilà. Et à ce moment-là, si cela est soulevé, on vérifie. Les informations qu'on a dit, si elles sont fausses, on va vérifier, on va essayer. Maintenant, les gens qui ont diligenté l'enquête, si eux-mêmes ils ont mal fait leur travail, il est possible de les poursuivre.
parce qu'ils ont fait du mégère. Ils ont raconté, ils ont fait de la diffamation ou une dénonciation calomnieuse contre des personnes et pourtant des citoyens honnêtes. Donc si c'était le cas, alors à ce moment, c'est une procédure aussi de gestion administrative de la fonctionnalité du système de cette enquête de moralité qu'on fait. Et non le droit à la Cour de remettre en cause, et comme ça là, de manière péremptoire, que pour insuffisance de preuves, on ne va pas prendre en compte les conclusions des services d'enquête qui ont été pourtant désignés par la loi pour dire que c'est à eux que revient la charge en tant que service compétent d'attester de la moralité des uns et des autres. Donc, en agissant ainsi, la Cour a outrepassé ses prérogatives, elle a fait un abus de position, un abus de pouvoir, et cela est illégal parce que dans notre pays, la Constitution est très claire, la justice, à son article 117, est rendue sur le territoire national au nom du peuple, dans le strict respect de la règle du droit, ainsi que le droit et liberté de chaque citoyen. Et que par conséquent, la Cour, en assumant sa charge, elle n'a pas le droit de se permettre de dépasser les compétences qui sont la sienne. Ça, c'est très clair. Et tout ce que les uns et les autres racontent pour dire que oui, on a prévu d'interdire, comment on appelle ça, et au niveau de l'article 134, et que les arrêts sont sans recours et sont insusceptibles de critique. C'est une disposition qui est précise. Lorsque les décisions de la justice sont rendues conformément aux lois de la République, de façon claire et nette, tout le monde peut comprendre. Et ce n'est pas parce que les gens sont à la Cour qu'ils comprennent mieux que tout le monde ce qu'il y a. Et comment on appelle ça dans la loi. Nous avons assisté à l'élaboration de la loi. Et on connaît ce qu'on a écrit et pourquoi on a écrit ça en tant que constituant, en tant que membre de la rédaction de la Constitution. Donc on ne peut pas dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. Maintenant, si les gens n'ont pas compris, il faut qu'ils demandent pour qu'on leur explique le sens de pourquoi on a parlé de l'exigence de l'enquête de moralité pour attester que les candidats là qu'on a, ce sont des candidats, on ne dit pas des saints ou des anges, mais en tout cas c'est des candidats qui sont plus ou moins acceptables par rapport à l'essentiel. C'est pour ça qu'on fait ces enquêtes-là. Mais on ne peut pas dire quelqu'un à qui on reconnaît qu'il a un goût prononcé pour les femmes d'autrui. On dit que ce monsieur-là, on peut le laisser candidat. Quelqu'un qui a un goût prononcé pour l'argent, on peut le laisser candidat. Quelqu'un qui est reconnu comme un menteur, un hypocrite, quelqu'un qui est reconnu comme un trompeur, qui a toujours trompé ses amis, ses camarades et autres, on va accepter de le laisser être candidat pour tromper le peuple? Non. C'est pour ça qu'on a fait un débat en long, en large sur la question lorsque on devait rédiger cette constitution-là en 2010 au moment de la reprise de la constitution. La constitution actuelle de comment on appelle ça, de la 7e République. Donc c'est pour ça que nous disons, nous ce que nous souhaitons, c'est que Dieu, dans son infinie bonté, qu'il puisse veiller à ce que les uns et les autres sachent raison garder, qu'ils reviennent à la normale, qu'il accepte de respecter les règles du jeu, qu'il accepte d'obéir aux lois de la République, qu'il accepte de s'interdire et de s'empêcher de faire ces genres de choses que nous avons entendu quelqu'un, tout en étant responsable de la mise en œuvre, il dit que lui, il n'écoute personne. Il fait ce qu'il veut. Si les zones veulent, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Et derrière, il considère que les gens ne peuvent rien faire. C'est ça qu'il a dit. On a entendu, comment on appelle ça, un ministre le dire, et un des candidats aussi le dire. Et aujourd'hui, il est en train de nous montrer, gaillard, grandeur nature, que vraiment, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt de s'encombrer des limites que la loi lui impose lorsqu'il a des objectifs à atteindre. Il est capable de tout. Dans le débat qu'il a fait même sur Télé Sahel, vous avez entendu, il a fait comprendre que c'est lui l'homme de la situation. Il a été à tous les coups l'homme de la situation. Ce sont ses idées, ce sont sa vision, ce sont ses manières de faire. C'est ça qu'il a réussi à entraîner les autres à le suivre. Au point où il a dit, pendant qu'il n'était pas encore devenu enseignant titulaire, ça m'a étonné. Pendant qu'il n'était pas encore devenu enseignant titulaire, ce monsieur dit qu'il était parti au congrès du SNEN
Et il a réussi à manipuler le congrès du SNEN, tout le SNEN, pour essayer de les amener à changer d'orientation, à changer de ligne, à changer de vision et de conviction. Et après, il est retourné dans sa localité pour laisser les gens qui les ont manipulés, ils ont mis devant. Donc, ils ont une manette derrière. C'est lui qui a la manette. Donc, il manipule les gens à partir de là où il était. Ça, c'est manquer du respect à tous les camarades, à tous ces camarades-là, à tous ces militants que nous connaissons très bien. Et qui n'ont jamais été des gens qui ont un minimum de complexe vis-à-vis de lui. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, quand on ne sait pas parler et qu'on ne sait pas s'imposer des limites, alors on peut se retrouver à raconter beaucoup de choses aussi graves que catastrophiques, comme ce qui n'a pas manqué d'ailleurs lorsqu'il est parti sur le campus. Le même monsieur, il va sur le campus et il se met à s'en prendre au travail qui a été fait par des gens assermentés de l'inspection des armées et de la gendarmerie qui ont fait le travail pour constater la pagaille financière qui a été faite au niveau du ministère de la Défense et qui a été reconnue et dénoncée par le ministre en charge du département. Et lui qui est loin du département, lui à qui on ne rend pas compte, lui qui n'a aucun contact avec la hiérarchie du secteur en question, considère que c'est lui qui connaît, la vérité, mais que le ministre, lui, il ne connaît pas la vérité. Que tout ce qu'il a raconté, c'est faux. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Qu'ils viennent à le dire en public, devant des étudiants, dans un contexte où, naturellement, ce qu'il a dit prend la forme d'une dénonciation calomnieuse, d'une diffamation, d'une injure. C'est ça. Parce qu'il a traité de quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Alors, quelqu'un a dit non, il n'a jamais dit qu'il n'est pas menteur. Donc, on va faire la sémantique, c'est simple. Si tu ne dis pas la vérité, ça veut dire que ce que tu as dit est faux. Et si tu dis quelque chose qui est faux, ça veut dire que ce que tu as dit, ça veut dire que tu as menti. Et si tu as menti, ça veut dire que tu es un menteur. Donc, c'est simple, c'est illogique. Donc, même si de façon claire, il n'est pas ouvertement sorti pour dire qu'un tel est un menteur, mais il a dit que ce qu'il a dit est faux. Et pour que quelqu'un dise des choses fausses, il faut qu'il soit un menteur. Ou quelqu'un qui est habitué à mentir. Ou quelqu'un qui est habitué à tromper. Comme c'est le cas justement de l'intéressé qui raconte sa vie en faisant comprendre à l'humanité entière que c'est lui l'homme de la situation, c'est l'homme qui maîtrise tout, c'est l'homme qui connaît tout. Et quand vous l'écoutez, vous avez le sentiment que ce monsieur, c'est comme si c'est lui qui dirige le pays. C'est lui qui fait faire au président, c'est lui qui choisit les postes qu'il veut. Le président peut lui proposer, il peut même dire qu'il n'est pas intéressé. Et donc c'est lui qui choisit ce qu'il veut faire. C'est lui qui choisit qui et qui il faut placer où. C'est lui qui choisit la façon dont il faut traiter un dossier dans tel ou tel ministère. Mais bon Dieu, est-ce qu'ici, là, il y a le minimum en termes d'humilité qui est exigé à un être humain normal, qui justement est normal quand on entend et on regarde ce que ce bonhomme est en train de raconter. Donc vraiment, moi en tant que citoyen, je suis inquiet pour mon pays, je suis inquiet pour les Nigériens et les Nigériens, voilà, pas pour moi. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes convaincus que on est là et on saura être capable de résister et de faire face à quel que soit par ailleurs ceux qui seront prêts à faire. Nous serons prêts aussi pour faire face à leurs desseins et à leurs schémas. Mais nous avertissons le peuple nigérien de faire attention. En particulier nos frères, nos camarades, nos amis du PNDS et tous les gens de ces partis-là qui sont en train de faire la sirène, de vouloir faire comprendre aux Nigériens que cet homme-là, c'est l'homme de la situation. Je pense que c'est une grave erreur et les premières victimes seraient elles, pas nous.